Petite compilation des rois de France. La succession bien dégueu de Clovis. Après la mort de Clovis, le premier roi de France, si on veut, c'est ses 4 fils qui se partagent le royaume, comme le veut la coutume franque. Un des frères, Clodomir, se fait raccourcir d'une tête lors d'une bataille. Problème, il a lui-même 3 fils qui sont recueillis par la grand-mère, la femme de Clovis. Là, 2 des frères, Clotaire et Childebert, qui ont les dents aussi longues que leurs cheveux, ils se disent qu'il y a un coup à jouer. Ils envoient un message à la mamie, soit elle coupe les longs cheveux des gamins, symbole de puissance et de virilité, un type chauve il peut pas être roi des Francs, soit les tontons ils viennent et ils dessoudent les petits princes. Bien sûr, elle répond « J'aime mieux les voir morts que tondus ». Et là, c'est la boucherie. Les 2 rois viennent en personne égorger et planter 2 de leurs neveux. C'est Clotaire qui bute les gosses, Childebert il a perdu ses couilles en chemin apparemment. Il y en a un qui est sauvé par ses larbins et amené dans un monastère. Les 2 frères, ils veulent bien fumer leur neveu, mais pas dans un lieu saint, faut pas déconner non plus. Finalement, les 3 frères rois, ils vont se partager l'héritage de leur neveu au calme. Le plus grand empereur de l'histoire, c'était Charlemagne. Il faisait 1m84 le gaillard. C'était le Shaquille O'Neal de l'époque, avec plus de barbe. Plus sérieusement, il va mener 53 campagnes militaires en 46 années de règne. Le bougre, il a vite compris que la religion c'était un excellent outil pour son ambition. Avec ses conquêtes, il cristallise pas mal de païens d'Europe. Il détruit Irminsul, l'arbre-monde, une idole des Saxons, qu'il va combattre pendant plus de 30 ans. Malgré la taille massive de ses baloches, qui conduisent à son couronnement empereur d'Occident par le pape en 800, il y a un territoire qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est la Bretagne. Après sa mort et celle de son fils Louis, l'empire est dissous et est partagé en 3 royaumes par ses petits-fils. Il faudra attendre presque un millénaire pour qu'un certain Napoléon reforme l'empire, français cette fois. 882. Louis III, roi des Francs, accoste une jeune fille du haut de son cheval. Cette dernière, de peur, s'enfuit en courant dans la demeure de son père. Ignorant sa tentative de drague complètement ratée, notre bon roi, plein de fougue, se lance alors à sa poursuite. En passant une porte dans la maison du papa, toujours sur son cheval, il se fracasse le crâne. Il mourra 2 jours plus tard, à l'âge de 18 ans, laissant le trône à son frère Carloman. Un roi français complètement maboule. Charles VI se balade pépère dans la forêt avec son armée, quand d'un coup il est approché par un vieux dégueu qui lui dit un truc du genre « Arrête-toi, la trahison, tu vas te faire trahir !» Le roi, il continue son chemin, mais il est pas serein. Un peu plus tard, il entend un bruit sourd. Et là, il pète complètement les plombs. Il bute 4 de ses hommes avant de se faire maîtriser façon jiu-jitsu brésilien par un de ses chevaliers. Avec les années, sa maladie s'aggrave et il ira même jusqu'à signer un traité qui donne la couronne de France aux Anglais à sa mort. Donc on peut dire que c'est un peu grâce à lui que plus tard, Jeanne d'Arc foutra une branlée aux Anglais qui s'étaient crus chez eux. 1520. 2 grands rivaux, Henri VIII, roi d'Angleterre, et François Ier, roi de France, se rencontrent pour négocier. Dans le but de déterminer qui a la plus grosse, l'Anglais défie le Français à la lutte. François Ier remporte ce combat de virilité, mais son adversaire humilié garde le sourire. Un an plus tard, le bon perdant n'hésite pas à s'allier avec le Saint-Empire contre le roi de France dans la guerre d'Italie. Une élimination réglée au poil de cul façon Walter White qui tourne mal. En 1572, le roi de France Charles IX décide de buter des chefs protestants. Il monte une équipe avec ses potes catholiques et ma foi ça se déroule plutôt bien. Il dessoude une vingtaine de types. Le seul truc qu'ils avaient pas prévu, c'est la réaction de la population catholique de Paris. Forcément, la tuerie les réveille. Et là, ils décident d'aller sonner chez leurs voisins protestants pour les dégommer et les jeter ensuite dans la Seine. Ça part de là. La nouvelle du massacre se répand et dans les autres villes de France, on fait pareil, sans distinction d'âge. Donc c'est entre 10 000 et 30 000 protestants innocents qui perdent la vie. La réaction des big boss d'Europe, elle est assez surprenante. Le pape, il s'enjaille sur des trucs en latin à la gloire du massacre. Le roi d'Espagne, il dit carrément que c'est le plus beau jour de sa vie. Finalement, il n'y a que l'empereur du Saint-Empire qui dit que régler les problèmes religieux par l'épée, c'est pas moralement justifiable. Malheureusement, à l'époque, il a dû passer pour une petite fiotte entourée d'autant de fils d'up. Une prise de pouvoir façon gangsta. Marie de Médicis, veuve un jour après son couronnement, est la nouvelle régente de France. Son fils Louis a 9 ans et est trop jeune pour gouverner. Elle va porter ses faveurs sur Consigny, un Italien de Florence. Le jeune roi, il est pas du tout fan de ce mec-là, qui lui manque de respect à chaque occasion. À 16 ans, Louis XIII, il commence à en avoir plein les qu'un mec qu'il déteste détienne plus de pouvoir que lui, et avec l'aide de plusieurs mecs intéressés, il décide de le faire buter. Donc là, guet-apens au Louvre, il lui tire 2 balles dans la tête et une au cou, et pour bien finir le taf, il le surine au calme. Le roi, il est au top, on dit même qu'il ouvre une fenêtre pour remercier les mecs qui viennent de lui faire son sale boulot. Mais ça s'arrête pas là. Les Parisiens, ils sont un peu deg de pas avoir participé, donc ils vont aller déterrer le cadavre de Consigny après ses funérailles en toute détente. Et là, ils vont lui faire des trucs de fou que je vais pas lister parce que bon, voilà, c'est dégueulasse. Petit indice, petit spoil, le barbecue, c'est eux qui régalent.